Bonsoir et bienvenue sur Challenge. La tripartite qui s'est déroulée à Annaba aura-t-elle stimulé les esprits économiques et financiers et redonné l'envie à tous de se montrer positifs? Derrière la confusion des chiffres et la récurrence des argumentations, que faudra-t-il retenir de cet événement qui prétend conjurer une crise qui se profile sans coup férir? J'ai de nouveau invité Farhat Aïtali pour nous dire, de son point de vue d'expert et d'observateur, ce qu'il pense de tout cela. Tripartite, au-delà de l'équilibrisme des chiffres, est le thème de cette émission. Alors, Farhat Aïtali, bonsoir. Qu'est-ce qu'il faut donc retenir de cette fameuse tripartite? Est-ce qu'on a avancé avec cette rencontre? Je peux retenir déjà qu'on a avancé en matière de pertes sur nos réserves de change. C'est pratiquement la seule nouveauté depuis la dernière tripartite de 2016, et c'est quand même une nouveauté qui est regrettable dans la mesure où nous n'arrivons pas à maîtriser les dépenses d'importation pour des facteurs autrement plus complexes que ceux que le gouvernement voudrait bien présenter. C'est à croire que l'intégralité du gouvernement mise sur deux volets qui n'ont rien d'économique et qui sont beaucoup plus des volets financiers. Le maintien en l'état d'un matelas en devise pour pouvoir importer sans trop savoir jusqu'à quand et pour quelle finalité, et le maintien ou bien à la limite un moyen de trouver des dinars aussi pour compenser les pertes sur les déficits publics. Donc on cherche des dinars à l'interne pour soutenir le budget de l'État, qui lui-même fonctionne pratiquement en inertie, pour maintenir un statu quo, et en même temps essayer de limiter les dégâts en matière de réserve de change pour garantir ces fameux dinars justement en interne. Mais en termes de stratégie économique, cela ne veut strictement rien dire. En termes de stratégie économique, nous sommes en train de tabler éventuellement sur le maintien en équilibre instable pendant 2 ou 3 exercices, le temps que notre source de revenus principale remonte sur les marchés. Et là, j'estime que ce n'est pas une projection sérieuse et je dirais même pas rationnelle. Alors, il y a eu quand même des choses positives dans cette tripartite. Bon, les choses positives, est-ce que vous parlez de l'exercice qui s'est passé avant la tripartite ou la tripartite elle-même? La tripartite, moi ce que j'ai entendu, c'est 3 parties qui sont pratiquement parties d'une seule entité, d'une certaine manière aussi, hein, parce que quand on dit tripartite, il aurait fallu quand même qu'il y ait quelque part des visions sans être divergentes, mais qui soient plus ou moins différenciées. Là, nous avions un gouvernement à la recherche d'un calme sur le front social et en même temps à la recherche d'un hypothétique coup de main de la part du monde du patronat, enfin du monde de la création de richesses. Nous avions un syndicat qui a changé du tout au tout pratiquement, mais en matière de discours, hein, qui parle de défonctionnariser l'acte de production et l'acte de gestion. Alors qu'à la limite, le syndicat en lui-même, le syndicat maison, fonctionne pratiquement selon la logique du fonctionnariat. Jusqu'à preuve du contraire, c'est les syndicats officiels qui font intrusion dans la gestion directe des entreprises publiques. Quelque part, ils ont une part de responsabilité dans tous les résultats de ces fameuses entreprises publiques. Mais pour vous, ils n'ont rien apporté de plus à cette tripartite, ni... Rien de spécial. Il parle de défonctionnariser. Ça veut dire qu'il parle de lever la tutelle des pouvoirs publics sur l'entreprise. Cette tutelle ne peut pas être levée. Ce n'est pas une décision politique. C'est des atavismes, c'est des mécanismes, c'est des habitudes acquises chez le personnel politique, chez même le personnel administratif hors entreprise, de faire intrusion, je dirais quotidiennement, dans la gestion de ces entreprises. Et quand il s'agit du secteur privé, il est évident que les syndicats, toutes tendances confondues, n'ont pas vraiment d'emprise sur la masse ouvrière du secteur privé, mais de par leur entrisme au niveau gouvernemental, ils arrivent quand même à orienter les politiques gouvernementales dans un sens qui n'est pas très favorable au privé, qu'il soit productif ou non. Franchement, je ne vois pas ce que veut dire M. Sidi Saïd par défonctionnariser l'acte de gestion. Oui, et du point de vue du patronat, est-ce que les patrons ont apporté quelque chose? Justement, du point de vue du patronat, la logique aurait voulu que, malgré la multiplicité des organisations patronales, il y ait quand même une concertation entre elles. Alors qu'elles sont venues, je crois, à 4 ou 5 organisations patronales qui déjà ne s'entendent pas trop, mais qui n'ont pas une stratégie précise. Quand on va à une tripartite, on ne vient pas avec des doléances.
Les doléances, oui, effectivement, bon, chaque parti a ses doléances et ses aspirations, mais on vient surtout avec un plan, avec des propositions, avec une vision d'avenir. Ça n'a pas été le cas. J'ai même entendu un représentant d'une organisation patronale inciter le gouvernement, disant demander au gouvernement de remettre le paquet sur le BPTH de bâtiments et travaux publics. Bon, je n'ai rien contre, mais ceci dit, on ne peut pas réorienter la dépense publique vers l'improductif. C'est peut-être utile, toutes les infrastructures de base sont utiles dans n'importe quel pays, mais en période de crise où nous manquons pratiquement de liquidité pour maintenir en vie des entreprises productives. Je ne sais pas s'il le sait ou non, mais les banques publiques algériennes sont en train pratiquement de détruire le tissu productif national pour des motifs des fois des plus farfelus, sont en train de casser les entreprises existantes. Et parce qu'elles n'ont plus de liquidité, parce que quand elles vont à la Banque d'Algérie, moi tout à l'heure je disais une situation de la Banque d'Algérie, il est question au 30 novembre passé de réescompte de titres, ce qui veut dire qu'elles se sont réendettées vis-à-vis de la Banque d'Algérie, ce qui n'est pas arrivé depuis bientôt 8 ans. Et ces banques-là, quand elles sont coincées par la Banque d'Algérie, qu'est-ce qu'elles font? Elles s'attaquent au maillon faible. Et le maillon faible dans ce pays, ça n'a jamais été l'importation, ni encore moins la spéculation. Le maillon faible, c'est les petites entreprises productives. Et à partir de là, demander au gouvernement de continuer la dépense alors qu'il est déficitaire et que les déficits du Trésor risquent d'enfler si jamais il y a une chute du prix du pétrole d'ici la fin de l'année, si jamais les cours ne se maintiennent pas, le déficit du Trésor deviendra ingérable. D'accord. Je reviens à la facture d'importation, 58,6 milliards en 2015, 47,6 ou 46,7 pardon en 2016, et on va vers 35 milliards de dollars pour 2017, c'est ça? Non, ça c'est le Premier ministre qui parle de 35. Le projet de loi de finances qu'ils ont présenté à l'Assemblée et le fameux modèle économique, enfin le document portant modèle économique parlait d'un maintien de ces importations à 46 jusqu'à fin 2019. Il n'a jamais été question de 35. Pour la simple et unique raison que si jamais on arrivait à 35, ce qui est fort improbable, parce que quand on voit janvier passé, c'est quand même 4 milliards de dollars, c'est 3,9 milliards d'importations. On arriverait aux limites extrêmes. Non, ce qui est malheureux, c'est qu'avec la fiscalité actuelle et le démantèlement tarifaire avec l'Union européenne qui a réduit les droits de douane à néant, et qui a réduit d'autant la base taxable à la TVA aussi par induction, à 35 milliards de dollars, l'État ne pourra pas escompter plus de 1800 milliards de dinars au maximum de recettes fiscales. Alors que dans la loi de finances pour 2017, les prévisions étaient de 2600. Maintenant, comment ils comptent faire pour maintenir la même fiscalité avec les mêmes taux et les mêmes prévisions de recettes en réduisant les importations de 12 milliards de dollars? C'est quasiment impossible, à moins que les mathématiques soient devenues une science occulte. Ça, c'est autre chose. Et pourtant, quelle est la sortie de crise si on n'arrive pas à baisser davantage le niveau des importations? Écoutez, quand on dit à une population, nous avons comme stratégie la baisse des importations. C'est comme si au niveau d'une famille, on disait à ses enfants, nous avons comme grande stratégie, enfin une nouveauté, la baisse des dépenses du ménage faute d'argent. Quand on n'a pas assez d'argent, ce n'est pas stratégique de baisser les dépenses. C'est une obligation qui s'impose d'elle-même. Donc on ne peut pas parler d'un calcul politique. Mais cette histoire de maintenir au maximum les réserves... Il pourrait y avoir la fuite en avant. Non, justement, la fuite en avant, de toute façon, elle est forcée. Pour la simple raison qu'il faudrait déjà les voir, ces fameuses importations, elles consistent en quoi? Il ne s'agit pas de décider de les réduire à 30 ou 35 ou n'importe quel montant. Il s'agit de voir qu'est-ce qu'il faut réduire et comment le réduire. Le Premier ministre lui-même avait dit que nous ne ferons pas de restrictions administratives sur les importations, parce que j'ai vu que dans son discours, il y avait beaucoup de oui mais, non mais. Beaucoup de contradictions quand même dans les projections. Réduire les importations à 35 milliards de dollars, je l'ai dit, ça aura des incidences fiscales, en premier lieu. La deuxième des choses, ça aura des incidences sur toute la flotte de transport là, qui a été financée en partie par l'ANSEJ, et des incidences sur le PIB, qui est lui-même pratiquement le pur produit des marges brutes prélevées en cours de route sur ces fameux intrants importés, et sur l'emploi. Pour la simple raison que quand on voit les statistiques de l'ONS,
sans être à 100% sûr, quand même, elle parle dans les secteurs tertiaires, enfin les secteurs des services, de pratiquement 45 à 50% d'emplois. Et qu'est-ce qu'on appelle les services en Algérie? C'est 80% d'achat-revente. Et l'achat-revente dans un pays qui ne produit pas grand-chose se nourrit de quoi? Se nourrit de la revente des produits importés. On n'a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative aux importations dans l'immédiat. L'alternative était justement de revoir tous les comptes, je l'ai dit, je le redis, de revoir tous les comptes de la nation pour essayer de réanimer le tissu productif local qui existe, de réanimer le plus tôt possible, pas en investissant des dollars, pas en faisant des méga-projets, ou en spéculant sur d'éventuelles martingales, d'éventuelles ressources imaginaires, mais en essayant déjà de maintenir en vie ce qui est rationnel, qui ne nécessite pas de dollars à 80% pour le remettre sur pied. Par exemple, un exemple, vers quoi il faut se destiner? Par exemple, il y a déjà le secteur agricole. Le secteur agricole qui a toujours été une mamelle d'emploi en Algérie, même de l'existence même du pays. Donc le secteur agricole, il est quasiment sinistré, même s'il est productif. Quand vous avez un producteur de pommes de terre qui passe de 7 dinars le kilo au point d'être désespéré, de ne pas pouvoir récupérer ses inputs, il quitte la scène sous la pression déjà des prix bas, sous la pression des banques, qui ne font aucune différence entre un agriculteur et un spéculateur qui, lui, fait des marges brutes chaque semaine. Donc, il essaie même de lui saisir son tracteur. Là, c'est un massacre. 4 mois plus tard, on se retrouve avec une histoire de pommes de terre inversée. Alors, nous sommes passés, au mois d'avril 2016, de la pomme de terre à exporter par tous les moyens possibles et imaginables, d'ailleurs, on n'a pas réussi à l'exporter, vers la pomme de terre qu'on pourrait éventuellement importer si jamais on ne la trouve pas ferme. Donc, ces fluctuations là, ce ne sont pas le fruit du hasard, elles sont dues à une déstructuration totale de ce secteur. Le secteur de la pêche, quand on parle de sardines à 1000 dinars, ce n'est pas le fruit du hasard ou d'un spéculateur qui est entré au port pour acheter toute la sardine et spéculer dessus. La sardine, c'est un produit qui se vend à 7 heures du matin. On ne peut pas spéculer avec une marge de 2 heures pour vendre un produit. C'est tout simplement parce que le meilleur sardinier ramène 20 casiers. D'accord. Mais là, justement, sur l'espace agricole, est-ce que le gouvernement a avancer des choses qui vont faciliter... Justement, le problème qui se pose, c'est que je dis que le secteur agricole existant en petite exploitation, petite et moyenne exploitation, est quasiment sinistré, mais le gouvernement a quand même trouvé le moyen de lancer des projets à 800 millions de dollars. Bien évidemment, de dollars, hein, parce que moi, je n'ai pas encore vu un chiffre en dinars. Tout le monde parle de dollars dans ce pays, alors qu'on parle de réserve de change. C'est quand même curieux de dépenser 800 millions de dollars pour acquérir des équipements d'une partie tierce, alors qu'au même moment, il existe probablement 5 ou 6 milliards de dollars de matériel qui est pratiquement en déshérence, qui pourrait être relancé et retapé par ses propriétaires initiaux, qui sont dans l'impossibilité aujourd'hui de relancer leurs exploitations. Il a été dit qu'il fallait cesser, enfin le Premier ministre a dit qu'il fallait cesser de se diriger vers des activités, vers des investissements qui sont arrivés à saturation, comme le ciment. Là, il n'a pas tort. Mais ce qui m'étonne, c'est que cette propension à aller courir derrière le ciment, il y a 6 mois de ça, c'était pratiquement la politique gouvernementale, si j'en crois le ministre de l'Industrie. Il a même basé ses perspectives optimistes sur une éventuelle exportation de ciment en 2019, alors que tout le monde disait, et le dit encore, moi j'en fais partie, que cette histoire de ciment à exporter, c'est une plaisanterie de mauvais goût. On n'exporte pas du ciment avec des cimenteries qui se trouvent à 200 km du port, et on n'exporte pas dans le bassin méditerranéen qui était notre principal fournisseur initial. Quand on était en déficit, c'était eux les fournisseurs. Je suis curieux de savoir pourquoi ils vont devenir déficitaires juste au moment où on aura du ciment. Ça, c'est quelque chose qui m'échappe. Le ciment et les minoteries. Mais les minoteries, ça fait longtemps. La Badr avait financé des minoteries sans trop prendre en considération les capacités d'approvisionnement de ces minoteries, les besoins en minoteries du pays, parce que nous, quand on entre dans une politique, les banques suivent en sous-ordre. Il n'y a pas un plan stratégique pour financer quoi que ce soit. Donc on a eu des minoteries. Il y a une wilaya, je crois, en Kabylie, je crois, c'est Bougie, il devait y avoir une douzaine de minoteries. Ça fait longtemps que les minoteries sont en excédent. Tellement en excédent que beaucoup ont été saisis, sont trouvés repreneurs. Sont en train de rouiller. Malgré les saisies, on est excédentaire en la matière, mais on n'a pas de stockage.
pour le blé. Et sur la réexportation, donc sur l'exportation, donc là, vous y croyez pas beaucoup? L'exportation de quoi? ciment. Alors, le ciment, on oublie. Moi, j'ai bien dit, on oublie, parce que les marges se discutent à 1-2 dollars à l'international. D'accord. Et les cargos, ils prennent la marge. C'est pourtant ce qui avait été rétorqué par le ministre de l'Industrie. À l'époque, mais apparemment... lors de cette tripartite. Non, mais ce qui est curieux, c'est que parce qu'à la limite, ça aurait été un opérateur qui ne soit pas au fait des choses, qui aurait rétorqué, je serais d'accord. Mais à partir du moment où le Premier ministre conteste les projections du ministre de l'Industrie, et il y a comme du gaz dans l'eau. D'accord. Alors, sur le comité de suivi des investissements, ça c'est une bonne chose. On veut créer donc un comité intersectoriel. C'est quand même inconcevable de voir que malgré la crise, on se retrouve toujours avec les bureaucrates qui créent des comités, des commissions, des organisations, toutes sortes de machins, pour paraphraser le général de Gaulle. Donc vous n'arrivez pas à positiver, monsieur Aïdabi? Je ne peux pas positiver. Moi, je suis optimiste et positiviste d'origine. Mais de là à pratiquement avoir des choses qui ne prêtent pas à optimisme et faire de l'optimisme comme ça hypocrite, je ne peux pas. Je dis que ce n'est pas des comités qui manquent. Il y a le Conseil national d'investissement pour les gros projets. Il se réunit au hasard des événements, des fois tous les 6 mois, des fois jamais pendant 1 an, et qui bloque des projets vraiment stratégiques. Il les a bloqués pendant des années. Non pas par rejet, mais par défaut de réponse. Alors qu'il n'y a aucun texte qui oblige au moins ce Conseil national à se réunir à des délais précis et qui l'oblige à prendre des décisions précises et motivées. Nous avons pratiquement cédé le pas en Algérie à la bureaucratie, particulièrement depuis que la bureaucratie a pris des oripeaux politiques pour faire n'importe quel obstacle à n'importe quel projet qui ne passe pas sous les fourches codines de la dite administration. C'est ça qu'il faut voir. Notre sinistre économique ne vient pas de la chute des prix du pétrole, et notre sortie de ce sinistre ne viendra pas ni de la hausse des prix du pétrole, ni de ces équilibres précaires sur les réserves de change. Et il viendra de quoi? Il viendra justement de la révision de cette vision des choses. Quand les gens comprendront que seuls ceux qui prennent le risque et qui le prennent concrètement et franchement auront normalement voix au chapitre dans la discussion d'un investissement, et non pas ceux qui ne prennent aucun risque, qui peuvent prendre des décisions calamiteuses sur lesquelles ils ne paieront pas 100 dinars, et éventuellement ils n'auront même pas à en répondre verbalement, là on pourra déjà commencer à discuter économie. Fatah Itali, les patrons ont avancé, et tout le monde a été à peu près d'accord là-dessus. Peut-être que le marché africain est une belle espérance. Il faut-il y croire au marché africain? Le marché africain qui vient juste d'être découvert par les Algériens, alors que les Libanais l'ont investi depuis 60 ans. D'autres puissances qui ne l'ont jamais quitté réellement l'ont pris en otage d'une certaine manière. Maintenant, moi je pense sérieusement que pour investir le marché africain, il faudrait... des voisins depuis une vingtaine d'années. Il y a 2 cas de figure, ou produire assez, avec un prix assez compétitif, et avoir aussi des comptoirs. Et des gens capables de gérer ces comptoirs sur place, pas des administratifs, que des opérateurs économiques algériens, particulièrement les jeunes, soient aussi dynamiques que les Libanais pour occuper les places qu'occupent ceux-là précédemment. Mais par contre, il y a une autre chance qui peut nous permettre de booster les exportations, c'est justement de se mettre en partenariat avec une puissance qui peut. Et oui, vous voilà, vous nous faites découvrir donc ce fameux partenariat tous azimuts avec la Chine. Exactement. Pour moi, dans le domaine industriel, c'est la Chine. C'est le seul partenaire fiable en la matière. Il a les capitaux, il a la volonté de les investir, et non pas d'investir nos capitaux, comme ce que je vois avec l'histoire de l'industrie automobile. Il a besoin de s'étendre vers l'Occident, de se rapprocher au maximum du bassin méditerranéen, et nous offrons pratiquement tous les avantages, dont un avantage précis, c'est celui d'être encore autonome vis-à-vis justement des groupes de pression économiques, et je dirais même politiques, occidentaux, par rapport au voisinage. Nous ne sommes pas encore pris à la gorge, ni par les institutions financières internationales, ni par des... Vous pensez que le bras de fer est encore possible vis-à-vis des puissances occidentales qui
qui sont bien implantés ici pour laisser permettre l'espace chinois. Implanter, cela dépendrait maintenant comment elles sont implantées. Je n'ai pas vu d'implantation industrielle qui permette... Non, je parle d'implantation, d'influence. Justement, c'est cette histoire-là d'utiliser l'influence basée sur les relations du passé, sur certains facteurs subjectifs qui va nous mener à l'impasse. Et eux avec nous, parce qu'ils n'ont aucun intérêt à ce qu'on arrive à une impasse. Personne n'a intérêt dans le bassin méditerranéen à une impasse algérienne. Par contre, avec les Chinois, maintenant, celui qui veut mettre exactement la même mise que les Chinois, celui qui a besoin, par exemple, de s'installer en Algérie avec les mêmes projections que les Chinois, ils n'ont même pas besoin, à la limite, de produire ou de faire semblant de produire ici. Eux, ils ont besoin de comptoirs. Mais les Chinois eux-mêmes, est-ce qu'ils s'annoncent auprès de nos gouvernants? Est-ce qu'ils font pression, lobbying? Je ne sais pas ce qui se passe avec les gouvernants, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais en tous les cas, les annonces publiques et officielles qui sont arrivées au stade pratiquement au niveau présidentiel ou du président chinois vis-à-vis de l'Afrique, et du monde arabe aussi, elles étaient non seulement annoncées depuis 2 ans, mais chiffrées en plus. Dans une première phase, il parle de 60 milliards de dollars. Quand une puissance parle d'investir 60 milliards de dollars dans un continent en déshérence, et qu'en même moment, le gros de l'Occident n'arrive pas à débloquer 600 millions de dollars à la Tunisie, moyennant des conditions draconiennes, pour moi, le choix, il est vite fait. Je ne peux pas discuter avec quelqu'un qui m'exige ses desiderata politiques et économiques moyennant quelques sous et négliger quelqu'un qui met une mise de départ qui dépasse le plan Marshall pour l'Europe en 58, en 54. Donc je pars sur cette piste beaucoup plus rassurée que sur les pistes occidentales. Et quelle serait la prochaine étape pour ce partenariat avec la Chine? Est-ce que les gens ne viennent pas ici en sauveur, mais ils ne viennent pas aussi en explorateur. C'est un partenariat qui pourrait être fait sur la base du vrai gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, ça veut dire qu'il faut reconnaître qu'ils ont des intérêts aussi, hein, que ce n'est pas pour faire des cadeaux aux Africains. Mais ceci dit, dans ces intérêts-là, les intérêts chinois sont complémentaires avec ceux des Africains. Ils ne sont pas antinomiques. Et il ne s'agit pas de piller l'Afrique pour sauver la Chine ou de faire l'inverse. Dans le cas des Chinois, ils n'ont pas de contentieux déjà historique, ils n'ont pas Et vous pensez qu'on est encore aujourd'hui dans une situation qui pourrait être favorable à ce type de partenariat? Justement, parlons de ces fameux 100 milliards de dollars de réserves de change. Si des investissements chinois s'annonçaient et étaient financés par les Chinois, ça nous permettrait quand même de créer de la plus-value locale sans avoir à toucher à ces fameuses réserves de change. Oui. Parce qu'en fait, on est dans une telle situation précaire qu'il est nécessaire d'oser vraiment maintenant, d'aller vers des options très originales. Dans l'état actuel des choses, les réparations et les bricolages de bureaucrates pour sauver le mois ou l'année peuvent créer plus de problèmes que l'inertie totale. On ne peut pas raisonner au semestre, au mois, à l'année, en matière financière, alors qu'il urge d'avoir une stratégie commerciale et industrielle de redéploiement. Et on ne peut pas se redéployer avec nos moyens de bord. Ce n'est pas seulement un problème financier, c'est un problème de projection dans le monde. Les seuls qui ont cette projection, elle s'est matérialisée quand même au niveau international, et qui ont d'autres projections dans lesquelles on peut s'inscrire, c'est les Chinois. Je ne vois pas d'autres dans l'immédiat de toute façon. Et des Chinois qui s'inscriraient dans quel secteur d'activité prioritairement? La première chose que cherchent les Chinois, ce n'est pas directement d'investir dans des industries précises. Ce qu'ils cherchent, c'est un pied-à-terre. C'est une plateforme commerciale, mais pas vers nous directement, vers l'Afrique, vers l'Europe aussi. Parce que on dit que les terrains, la terre les intéresse en premier lieu en Afrique. Mais ça dépend maintenant de quelle zone. Je parle de l'Algérie. Maintenant, pour le reste de l'Afrique, oui, on les a vus investir dans des terres. Eux aussi, ils cherchent des terres fertiles pour l'agriculture. Ils cherchent des terres spécifiques aussi pour certains besoins en minerais. Donc, leurs besoins, ils les connaissent. Leurs projections, ils les connaissent. C'est à nous de connaître maintenant nos besoins et de voir la contrepartie à demander directement à ce partenaire. Mais je suis sûr et certain que les négociations avec eux n'auront pratiquement aucune embûche par rapport aux négociations avec d'autres parties. J'ai vu que vous avez fait un bel éloge de ce partenariat chinois dans un journal chinois.
C'est vous qui les avez sollicités? En aucun cas, de toute façon. Pourquoi voudriez-vous que je sollicite? Donc c'est eux qui sont venus vers vous. Mais si j'avais sollicité des Chinois, ce serait pour s'associer avec moi. Mais n'étant pas intéressés, donc problème se pose pas. Ils ont demandé un entretien. J'ai donné mon point de vue qui est le même depuis 2013, même à l'époque où on avait des dollars. Moi, j'avais toujours mis... Sans savoir, est-ce que vous aviez déjà milité pour ce partenariat chinois? Est-ce qu'ils l'ont lu quelque part? Je ne sais pas s'il a été lu quelque part, mais moi je l'ai écrit. Parce que pour moi, les Chinois étaient les seuls à proposer déjà des investissements financés par eux. À cette époque-là, on avait encore le fameux article 58 de la loi de finances 2009 qui interdisait aux gens de ramener leurs propres capitaux et qui couvre justement, comme par hasard, toutes les parties qui n'ont aucune envie d'investir chez nous. Il est couvert par une loi qui l'oblige à faire ce qu'il voulait faire. Et les Chinois, ils sont gênés par ça parce que je vois très très mal quelqu'un qui a des capitaux à placer et qui vient ici m'investir, mais sans la totalité de son investissement, mais en plus de ça, sans avoir le droit de ramener ses capitaux. Là, ça pose un problème. Et justement, je crois qu'à l'époque, les autorités ici n'avaient aucune envie de voir quelqu'un avec ses capitaux s'autonomiser vis-à-vis de ce qu'ils pensaient être un pouvoir de décision, une certaine souveraineté, aussi une planification de l'économie, alors qu'il n'y avait pas de planification. S'il y a eu planification en 2009, on n'en serait pas là. Vous l'avez suggéré tout à l'heure, les Chinois implantés ici pourraient avoir un beau couloir avec lesquels on pourrait donc faire partenariat également pour conquérir le marché africain. Justement, s'ils s'implantent ici pour aller vers le marché africain, il faudra quand même traverser toute l'Algérie. Ce n'est pas l'Algérie qui est un comptoir, c'est des places précises qui seront un comptoir. Mais sur le reste du pays, ils nous ouvrent le chemin parce que pour conquérir le marché africain, encore faudrait-il aller dans le sillage de quelqu'un qui a quelque chose à vendre. Nous parlons maintenant aujourd'hui de la transsaharienne, de la route africaine. Beaucoup d'opérateurs algériens en parlent, mais ils en parlent d'une manière vraiment irrationnelle et irréaliste. Vous y allez à la route transsaharienne pour vendre quoi? À qui? À quelles conditions? Est-ce que vous avez moyen de faire crédit? Est-ce que vous avez des garanties de paiement? Est-ce que vous sentez que vous êtes assez compétitif pour exiger du cash? Non, on n'a pas de réponse à ça. Il faut y aller avec un partenaire implanté déjà. Et à ma connaissance, le seul partenaire qui puisse justement inonder vers le nord et vers le sud, parce que même l'Europe, éventuellement, ne pourrait pas échapper à une place dans laquelle les Chinois pourraient trier leurs marchandises. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des emplois locaux sur ces zones-là, c'est aussi avoir un minimum de fiscalité qui ne soit pas la fiscalité interne locale, ça sera pratiquement la même fiscalité qu'aux Émirats ou dans tous les pays où il y a des zones franches. Des redevances symboliques, mais il y aura un flux économique entre ces zones et à l'intérieur du pays, plus l'Afrique, ça nous ouvrirait quand même. C'est comme un bulldozer qui passe devant pour qu'on puisse passer derrière avec de petits engins. Nous n'avons pas les moyens de déblayer le terrain africain. Un mot sur l'emprunt public auquel les autorités vont appeler prochainement. Est-ce qu'il a un sens? On ne l'a pas encore vu, mais c'est pratiquement le frère, le petit jumeau, je dirais peut-être islamisé de son aîné qui n'a pas connu quand même un destin très très glorieux. Alors pourquoi on fait bis repetita? Ça, il faudrait peut-être le demander au ministre, parce qu'après 586 milliards de dinars récoltés par le premier emprunt, dont pratiquement 80% sur des fonds qui existaient déjà dans les banques, une bonne partie même auprès d'entreprises publiques, elles-mêmes demanderesses de capitaux, et c'est même les fameuses banques, elles ont été mises à contribution en partie, donc je ne vois pas pourquoi un label religieux pourrait convaincre les gens de faire ce qu'ils n'ont pas fait avant. Le ministre du Commerce, Tebboune, dit qu'il faut interdire les importations de ce qui est produit localement. Est-ce que c'est bien, a priori? Ce n'est pas ce qu'a dit le Premier ministre. Non, pas le Premier ministre. Oui, mais justement, pourquoi j'ai dit que ce n'est pas ce qu'a dit le Premier ministre? Ça fait quand même cafouillage quand plusieurs déclarations contradictoires se font dans le même gouvernement, dans la même semaine. Donc, interdire des produits locaux, je suis pour, mais les interdire comment? Si les produits locaux étaient aidés pour s'imposer en termes qualitatifs, quantitatifs et de prix, en boostant justement les producteurs locaux qu'on a cassés précédemment. Pourquoi les producteurs locaux? Par exemple, dans le domaine de la céramique, lui, il est à l'habitat dans lequel on connaît un bout. Nous pouvons arriver à une autosuffisance en la matière et en produits de qualité. Ceci dit, un investisseur dans ce domaine-là a plus de problèmes en termes de marge
et en termes aussi de survie qu'un importateur du même produit et qui achète des stocks morts à Valence. Donc au lieu d'interdire à celui qui va à Valence acheter de la céramique, ce qui est déjà contraire aux accords internationaux, ce qui est contraire à l'accord avec l'Union européenne, qu'on a signé bien imprudemment. Il aurait été peut-être beaucoup plus judicieux d'aider les entreprises locales spécialisées dans ce domaine précis à s'imposer. Et là, il n'y aura pas de vente avec la chute du dinar. Quand les gens trouveront un produit local qui coûte 3 fois moins cher que le produit importé, ils y réfléchiront à 20 fois. Donc cette histoire d'interdiction administrative, de licence, à mon sens, sera contre-productive et je commence même à douter des objectifs. Le patron de l'UGTA, Sidi Saïd, qui dit que, en gros, la mafia spéculative, la mafia des affaires n'aura pas le dernier mot, grosso modo. Est-ce qu'il faut y croire? Je savais, mais sur le vocable mafia en Algérie, on peut cacher toutes sortes de personnes et toutes sortes d'adversaires. Si on devait demander aux Algériens qui est mafia et qui ne l'est pas, il y a 40 millions de mafieux pour les 40 millions de supposées victimes. C'est quoi la mafia de la spéculation? Elle a une adresse, on les connaît, c'est qui? Elle n'aura pas le dessus, elle a le dessus. Et la mafia, en fin de compte, ce n'est même pas un gang, ce n'est pas une organisation, c'est un état d'esprit dans lequel nous sommes tous impliqués d'une manière ou d'une autre. Alors maintenant, quand on a été aux commandes d'un syndicat qui a pratiquement pris en charge et même soutenu toutes les mesures qui ont mené justement à la création de ces formes d'économie à la lisière de l'économie officielle, en croyant faire l'inverse, en présentant même ça comme étant la garantie de l'inverse. Franchement, je crois qu'on est malvenu de parler de mafia sans citer au moins un membre de cette illustre mafia. Toutes les mafias du monde, on en connaît les parrains. La seule mafia au monde dont personne ne connaît personne, c'est l'Algérien, parce que, franchement, il n'y a pas de mafia. Ce qui se passe, c'est que nous avons des comportements mafieux du plus petit citoyen des fois jusqu'à la plus haute autorité. Est-ce que les équilibres vont pouvoir tenir, les équilibres économico-sociaux vont pouvoir tenir? Est-ce qu'on ne va pas se diriger très bientôt vers des conflits sociaux, des réclamations, des revendications, pendant que le dinar est déprécié, pendant que l'inflation à 3,7% hors hydrocarbures et 3,9% de manière générale, est-ce que vous y croyez aussi? À quelle perspective? Parce que 2017. Pour l'année 2017. Mais franchement, depuis qu'on parle d'inflation, j'ai toujours douté de toute façon du taux du moment déjà, mais les projections de baisse de taux d'inflation n'ont jamais été concrétisées depuis pratiquement, même à l'époque où le pétrole était au plus fort. Ça a toujours été des projections politiciennes qui ont toujours abouti à des résultats catastrophiques. Je ne comprends pas comment on peut spéculer sur une baisse du taux d'inflation en 2017 si nous dirigeons tout droit vers une érosion des réserves de change qui vont laminer le dinar. Parce que là, c'est des équations, ce n'est pas des décisions politiques, ce n'est pas des penchants. Sur les conflits sociaux. Bon, les conflits sociaux, écoutez, bon, à la limite, je ne suis pas porte-parole de la société, mais ceci dit, les conflits sociaux... Les équilibres, est-ce que ça va tenir? Non, mais justement, les équilibres sont instables, ils sont irrationnels aussi. Tant qu'on gère les équilibres, en essayant de repousser au maximum l'inéluctable révision de ces fameuses perceptions de l'équilibre, un jour ou l'autre, ils vont se rompre. Quand on se trompe de chemin, un jour ou l'autre, on arrive à l'impasse. Ce qui s'est passé, c'est que le véritable équilibre dans la société, moi, comment je le vois, c'est la présence d'un projet auquel tout le monde adhère. C'est la présence d'une ambition économique et sociale. Et une ambition qui n'est pas personnelle ou de caste, une ambition globale, mais c'est aussi l'espoir. L'espoir, c'est quoi? C'est quand on lance une économie qui produit, une économie à travers laquelle on sait où on va. Mais si on essaie de gérer le précaire en se disant, écoutez, tant que nous maintenons le dinar en l'état, tant que nous maintenons tel produit à tel prix, tant que nous arrivons à fournir telle prestation, tel service, ça marche. Le jour, parce qu'on y arrivera bien un jour, où ça finira, eh ben là, ça finira mal. Farhat Aïtani, merci beaucoup pour cet éclairage sur la tripartite et l'avenir immédiat de notre pays. Un éclairage toujours aussi dense, ce dont je vous remercie. Donc, chers téléspectateurs, il est temps de prendre congé de cette émission et je vous dis à la semaine prochaine. Merci.